Sous les éclats de rire qui ont enchanté des générations, Louis de Funès cachait une âme tourmentée, marquée par l'abandon de son père, une pauvreté écrasante et une santé fragile qui l'a finalement emporté dans un silence tragique. De son enfance tumultueuse dans l'ombre de la guerre à sa gloire fulgurante entachée de scandales familiaux, de trahisons intimes et de crises cardiaques, sa vie est un tourbillon d'émotions, de défis insurmontables et de luttes personnelles contre la maladie. À l'apogée de sa carrière, une crise cardiaque fatale a éteint cette légende du rire, mais son héritage de résilience continue d'inspirer, transformant la douleur en un triomphe éternel sur l'adversité. Bienvenue sur Infinite Star, la chaîne où les légendes prennent vie et où les secrets des icônes se dévoilent avec une émotion rare. Si vous êtes nouveau ici, prenez un instant pour liker, vous abonner et partager cette vidéo. Plongez avec nous dans l'univers vibrant et émouvant de Louis de Funès, un acteur dont la vie, façonnée par la tristesse des pertes, les défis de la pauvreté, les scandales publics et les combats personnels, met en lumière une résilience extraordinaire. Aujourd'hui, nous explorons la vie tragique et la mort de cet acteur comique adulé, connu pour son énergie explosive, son visage expressif et son timing impeccable, qui a marqué le cinéma français des années 1960 et 1970 avec des films cultes comme Les Aventures de Rabbi Jacob et la série Le Gendarme. Comme il le disait si bien, le rire est la plus courte distance entre deux personnes. Derrière les rires, cependant, se cachait une vie semée d'embûches. Préparez-vous à découvrir une histoire aussi drôle que bouleversante. Louis de Funès naît le 31 juillet 1914 à Courbevoie, en banlieue parisienne, dans une famille d'immigrés espagnols. Ses parents, Carlos Luis de Funès de Galarza, originaire de Séville et descendant des comtes de Galarza, et Léonore Soto Regras, issue d'un milieu aisé de Galice, ont fui l'Espagne en 1904 pour échapper à l'opposition familiale à leur mariage. Ce départ, qui promettait un nouveau départ, se transforme rapidement en une lutte pour la survie. Carlos, autrefois avocat respecté, se retrouve incapable de maintenir son statut en France. Il devient tailleur de diamants, un métier modeste qui offre une stabilité précaire à la famille. Mais son ambition dévorante le pousse à des entreprises risquées pour restaurer sa fortune, dilapidant les ressources familiales. Dans un acte désespéré, il simule son propre suicide, laissant ses chaussures, son chapeau et un mot d'adieu près d'un canal parisien, avant de s'enfuir en Amérique du Sud. Là-bas, loin de sa famille, il contracte la tuberculose et meurt dans l'anonymat, abandonnant sa femme et ses enfants. Léonore, désormais seule, doit subvenir aux besoins de Louis et de ses frères et sœurs dans un petit appartement d'un quartier populaire de Courbevoie. Autrefois femme de haut rang, elle lutte avec une fierté farouche mais sans ressources financières. Selon le biographe Bertrand Tessier, à une époque sans aide sociale, Léonore se battait pour obtenir du crédit auprès des commerçants locaux, souvent en criant et en tapant du pied, des scènes qui marquaient profondément le jeune Louis par leur intensité et leur humiliation publique. Le réalisateur Gérard Houry, qui connaissait Léonore, voyait en elle l'inspiration directe du style comique de Louis, le comédien de Funès, le personnage de Funès, c'est sa mère. Ses colères, ses gestes brusques, son énergie débordante se retrouvent dans ses rôles. Ses éclats de tempérament, mêlés de désespoir, deviennent paradoxalement une source d'inspiration pour Louis, qui apprend à transformer la douleur en humour. L'enfance de Louis est un combat constant contre l'insécurité financière. Malgré son amour pour sa mère, il souffre de la honte liée à leur situation. À l'école, au prestigieux lycée Condorcet, il se révèle un élève distrait, incapable de se concentrer sur ses études. Étiqueté comme médiocre, il abandonne tôt ses ambitions académiques, préférant se tourner vers l'art. La musique devient son refuge. Il joue du piano avec passion, développant un talent pour le jazz. Dans les clubs enfumés de Pigalle, il commence à expérimenter la comédie physique, amusant les serveurs et les clients avec ses grimaces et ses mimiques exagérées. Surnommé « Fufu » par ses proches, Louis parle couramment français, espagnol et anglais, une polyvalence linguistique qui reflète son esprit vif. Ses passions pour le dessin et la musique lui offrent une échappatoire face aux tensions familiales, posant les bases de sa future carrière. Dans les années 1930, Louis est un jeune homme sans direction claire. Après avoir quitté le lycée, il enchaîne les petits boulots, souvent licencié pour son manque de sérieux ou ses frasques. Selon son fils Olivier, il racontait parfois des histoires sur ses emplois, mais je me demande s'il n'enjolivait pas un peu, car il n'en parlait presque jamais à la maison. En 1940, il fait un pas décisif en s'inscrivant à l'école de théâtre Simon, où il étudie pendant un an.
Malgré sa petite taille, 1,64 m, son crâne dégarni et son apparence atypique, son talent pour la comédie physique et son esprit rapide attirent l'attention. Il y rencontre des figures comme Daniel Gélin, qui deviendront des contacts précieux. Cependant, un incident d'incendie criminel à l'école met fin à son passage, le plongeant dans un cycle de chômage et de petits rôles non crédités. Dans les clubs de Pigalle, Louis continue de jouer du piano, peaufinant son style comique. Il imite les professeurs stricts de son enfance, comme ce maître de chimie dont le nom d'un produit, hyposulfite de sodium, le faisait hurler de rire. Ses performances, bien que modestes, lui permettent de tester son humour auprès d'un public restreint. Dans les années 1940, il décroche ses premiers rôles au cinéma et au théâtre, souvent dans des productions mineures. Sa persévérance commence à porter ses fruits, mais la route vers la gloire reste longue et semée d'embûches. Dans les années 1950, Louis de Funès est encore un acteur de l'ombre. Il apparaît dans des films de Sacha Guitry, où ses petits rôles laissent entrevoir son potentiel comique. En 1952, il rejoint la troupe des Branquignoles, un collectif théâtral connu pour son humour absurde, tout en jonglant avec plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Son fils Olivier se souvient, il courait d'un théâtre à un club, d'un plateau à un autre, toujours en mouvement. Malgré des collaborations avec des stars comme Jean Marais et Jeanne Moreau, la reconnaissance tarde à venir. En 1956, son rôle de Jambier, un commerçant lâche mais hilarant dans La Traversée de Paris, marque un tournant. Bien que bref, ce personnage, mêlant couardise et défis comiques, impressionne la critique et le public. En 1957, il décroche son premier rôle principal dans Comme un cheveu sur la soupe, remportant le Grand Prix du Rire, suivi de Ni vu, ni connu, où il incarne un braconnier rusé. France Dimanche le consacre, l'acteur le plus drôle de France, un titre qui propulse sa carrière. Pourtant, après ce succès initial, sa carrière cinématographique stagne temporairement, le reléguant à des rôles secondaires. La véritable percée arrive en 1959 avec Oscar au théâtre, où sa performance explosive conquiert Paris. En 1963, Pouic Pouic au cinéma lui permet de développer son personnage signature, un homme colérique, autoritaire, mais irrésistiblement drôle, piégé dans des situations absurdes. Sa collaboration avec le réalisateur Jean Giraud dans la série Le Gendarme, à partir de 1964, et Fantomas, 1964 à 1966, le propulse au sommet. Son rôle de Ludovic Cruchot, gendarme maladroit mais zélé, devient iconique, tandis que ses duels avec Jean-Paul Belmondo dans Fantomas captivent le public. En 1967, Louis est une star du box-office, achetant le château de Clermont comme refuge loin des feux de la rampe. Son ascension, fruit d'années de persévérance, transforme cet acteur méconnu en une légende du cinéma français. En 1936, Louis épouse Germaine Carroyer, avec qui il a un fils, Daniel, né en 1937. Leur mariage s'effondre en 1939, et le divorce est prononcé en 1942. La relation avec Daniel reste complexe. Louis le visite en secret, partageant son amour du jazz, mais leur lien reste distant. Dans Louis de Funès, l'Oscar de mon père, 2011, Daniel confie, il venait me voir, me montrait ses talents de pianiste, mais son absence pesait. Apprendre sa mort à la radio en 1983, sans être convié aux funérailles, m'a profondément blessé. Il ajoute, Résilie, Louis ne m'a rien laissé, mais j'ai construit la vie que je voulais. En 1943, Louis épouse Jeanne Barthélemy, avec qui il a deux fils, Patrick, 1944, et Olivier, 1949. Dans leur livre Ne parlez pas trop de moi, les enfants. Ils décrivent un père autoritaire mais impliqué. Patrick se souvient, il était agaçant, il voulait tout contrôler, de nos devoirs à nos activités. Louis soutient la carrière d'acteur d'Olivier, le faisant jouer dans Fantomas se déchaîne et l'homme orchestre, mais Olivier choisit finalement de devenir pilote de ligne. Jeanne joue un rôle crucial dans la carrière de Louis, négociant ses contrats et influençant ses choix de films. Elle apparaît à ses côtés dans Nous irons à Deauville, 1962, mais des tensions surviennent, notamment sur La Grande Vadrouille, 1966, où Bourvil limite son influence sur le plateau. Des rumeurs d'une liaison avec Macha Béranger pendant 13 ans jettent une ombre sur sa vie privée. Selon le biographe Jean-Jacques Gelot-Blanc, Louis, bien qu'adoré du public, était un homme complexe, timide, économe, préférant son jardin aux soirées mondaines. Ce retrait lui vaut parfois le mépris de ses pairs, qui le jugent distant. Pourtant, il noue des amitiés solides, notamment avec Bourvil, malgré des divergences politiques. Louis, conservateur, méprisait des figures de gauche comme Yves Montand.
Ces contradictions entre son image publique joviale et sa vie privée réservée façonnent un homme à la fois charismatique et insaisissable. Dans les années 1960 et 1970, Louis de Funès domine le cinéma français. La Grande Vadrouille, 1966, où il forme un duo légendaire avec Bourvil, devient l'un des plus grands succès du cinéma français, attirant plus de 17 millions de spectateurs. Son personnage de Stanislas Lefort, chef d'orchestre irascible, incarne son style. Des gesticulations frénétiques, des colères explosives et un timing parfait. Dans Les aventures de Rabbi Jacob, 1973, il aborde des thèmes comme le racisme et l'intolérance avec une légèreté comique, faisant de ce film un classique intergénérationnel. Sa capacité à transformer des sujets sérieux en comédie universelle témoigne de son génie. Cependant, la pression de la célébrité pèse lourd. En 1971, La Folie des grandeurs, initialement prévue avec Bourvil, est réécrit avec Yves Montand après la mort de ce dernier. Louis et Montand improvisent des scènes hilarantes, mais Louis, épuisé, annonce vouloir travailler exclusivement avec Gérard Houry. Son retour au théâtre dans Oscar en 1971 est un triomphe, mais l'improvisation constante et les attentes du public l'épuisent. En 1973, sur la valse des toréadors sous la direction de Jean Anouilh, il lutte avec des répliques longues et une mise en scène rigide, confessant une anxiété croissante. Lors de la 200e représentation, une fatigue extrême et une hypertension signalent un danger imminent. En 1974, Louis prépare Le Crocodile, une satire ambitieuse sur les dictatures. Mais en mars 1975, il subit une première crise cardiaque dans son appartement parisien, suivie d'une seconde, plus grave, 9 jours plus tard. Hospitalisé à Necker, il suit un régime strict et les médecins lui conseillent d'arrêter le métier d'acteur. À la surprise générale, il accepte, trouvant une forme de paix. Il confie, une seconde avant l'ambulance, j'étais obsédé par les recettes. Soudain, tout cela n'avait plus d'importance. Après 2 mois de convalescence au château de Clermont, il se ressource dans le jardinage, loin des projecteurs. Malgré les recommandations médicales, Louis aspire à revenir à la comédie. En 1976, il tourne L'aile ou la cuisse avec Coluche, sous surveillance médicale. Son style s'adapte, moins de gesticulation, plus de finesse. Dans La Zizanie, 1978, et Le gendarme et les extraterrestres, 1979, il incarne des personnages moins physiques, mais toujours hilarants. En 1980, son adaptation de L'Avare de Molière, où il joue et réalise, reflète son ambition de mêler théâtre classique et cinéma populaire. Malgré un accueil critique mitigé, ce projet montre son désir d'explorer de nouveaux horizons artistiques. La même année, il reçoit un César d'honneur, célébrant une carrière qui a marqué des millions de spectateurs. En 1982, lors du tournage de Le Gendarme et les Gendarmettes, Louis planifie son retour à Oscar pour une centaine de représentations et rêve d'adapter Morticole de Léon Daudet avec Gérard Houry ou Robert Hossein. Il envisage aussi des collaborations avec Patrice Lecomte et Coluche. 3 semaines avant sa mort, il assiste à Papy fait de la résistance au théâtre du Splendid, où il impressionne la jeune distribution en improvisant un maréchal comique en 3 minutes. Le producteur Christian Fechner le décrit comme éclatant de vie, revitalisé par l'admiration des nouvelles générations. En janvier 1983, après un séjour écourté en montagne en raison de l'altitude, Louis retourne au Cellier. Le 27 janvier, épuisé, il succombe à une crise cardiaque. Transporté à l'hôpital de Nantes, il décède le lendemain à 20h30. Les journaux, comme Le Parisien Libéré et Presse Océan, annoncent la nouvelle, plongeant la France dans un deuil national. Plus de 3000 personnes assistent à ses funérailles à l'église Saint-Martin du Cellier, malgré le souhait d'une cérémonie privée. Michel Galabru, en direct de Rennes, le pleure comme un frère, tandis que Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Lagne soulignent son impact universel. Louis est inhumé face à son jardin, laissant un vide immense. Louis de Funès n'était pas seulement un acteur comique, il était un symbole de résilience. De la pauvreté à la gloire, il a transformé ses épreuves en un art universel. Ses films, de Le Gendarme de Saint-Tropez à La Grande Vadrouille, continuent d'enchanter le monde, prouvant que, comme il le disait, le rire est la plus courte distance entre 2 personnes. Son génie réside dans sa capacité à faire rire tout en cachant ses propres blessures, offrant une leçon d'humanité et de persévérance. Quel est votre film préféré de Louis de Funès et pourquoi? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si vous avez aimé cette plongée dans la vie d'une légende, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de récits sur les icônes du cinéma.
Merci de nous avoir suivis, et à bientôt.